Il existe une forme d'espoir dont on parle rarement parce que nous avons appris à considérer l'espoir comme quelque chose de forcément positif. On nous répète qu'il faut continuer à croire, ne jamais abandonner, garder une porte ouverte. Pourtant, dans certaines périodes de la vie, l'espoir peut devenir exactement ce qui nous empêche d'avancer. Non pas l'espoir d'un avenir meilleur, mais l'espoir qu'un passé terminé puisse encore changer de forme, revenir, réparer ce qu'il a détruit et nous rendre enfin ce que nous attendions de lui. Et c'est là que beaucoup de personnes restent prisonnières pendant des mois, parfois pendant des années. Elles pensent qu'elles n'arrivent pas à oublier quelqu'un, alors que le problème est souvent différent. Elles n'attendent plus réellement cette personne telle qu'elle était. Elles attendent une version future de cette personne, celle qui comprendrait enfin, celle qui reviendrait avec les bons mots, celle qui reconnaîtrait ce qu'elle a perdu, celle qui deviendrait soudain capable de donner tout ce qu'elle n'a jamais su donner auparavant. C'est une distinction essentielle parce qu'on peut accepter intellectuellement qu'une histoire soit terminée tout en continuant émotionnellement à négocier avec sa fin. On peut ne plus envoyer de messages et continuer à attendre. On peut avoir supprimé les photographies et continuer à imaginer les retrouvailles. On peut dire à tout le monde que l'on est passé à autre chose et ressentir pourtant une petite secousse chaque fois que le téléphone s'allume. C'est pas nécessairement la personne qui vous retient. C'est parfois la possibilité qu'elle revienne, la possibilité qu'elle regrette, la possibilité que un jour tout ce que vous avez supporté prenne enfin un sens. Et cette possibilité suffit à maintenir une partie de votre vie en suspension. C'est pour cela que certaines séparations semblent ne jamais vraiment se terminer. La relation est morte dans la réalité, mais elle continue d'exister dans l'imagination. Et une relation imaginaire possède un avantage redoutable sur une relation réelle. Elle peut devenir parfaite. Dans votre esprit, l'autre peut apprendre de ses erreurs, il peut devenir plus mature, plus attentif, plus courageux, il peut enfin prononcer cette phrase que vous auriez voulu entendre, il peut revenir exactement au moment où vous serez devenu assez fort pour ne plus en avoir besoin. Et le cerveau adore ce genre de scénario parce qu'il transforme une perte définitive en histoire inachevée. Et une histoire inachevée est beaucoup plus difficile à abandonner qu'une histoire clairement terminée. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi certaines personnes souffrent davantage d'une relation ambiguë que d'une rupture brutale. Quand quelqu'un vous dit clairement que tout est fini, la douleur peut être immense, mais la réalité finit par imposer une direction. Lorsque quelqu'un laisse quelques signes, quelques mots contradictoires, quelques retours ponctuels, une porte reste entr'ouverte et cette porte peut devenir une prison. Il suffit parfois d'un message après plusieurs semaines de silence pour remettre en mouvement tout un système intérieur. Soudain, vous relisez les anciennes conversations, vous cherchez une signification particulière dans 3 mots ordinaires, vous vous demandez pourquoi cette personne revient maintenant, vous reconstruisez mentalement une histoire qui, quelques heures auparavant, commençait enfin à perdre sa force. Et ce phénomène n'a rien de ridicule. Il repose sur quelque chose de très humain, notre difficulté à renoncer à ce qui n'a pas reçu de véritable conclusion. Mais il faut comprendre une chose qui peut être inconfortable. Vous ne souffrez peu, êtes plus seulement de ce qui s'est passé, et vous souffrez aussi de ce que vous espérez encore voir arriver. Et tant que cette différence n'est pas comprise, on essaie de guérir de la mauvaise chose. On travaille sur les souvenirs, on évite certains lieux, on supprime certaines habitudes, mais on conserve secrètement l'élément qui maintient tout le reste vivant, l'attente. La véritable question devient alors beaucoup plus difficile.
Si vous saviez avec une certitude absolue que cette personne ne reviendra jamais comme vous l'espérez, que rien ne sera réparé, qu'aucune explication parfaite n'arrivera et qu'aucune scène finale ne viendra donner un sens à votre souffrance, qu'est-ce que vous devriez enfin accepter aujourd'hui? C'est généralement à cet endroit que commence le vrai détachement. Pas lorsqu'on cesse d'aimer, mais lorsqu'on cesse de négocier avec la réalité. Ce qui rend cette renonciation si difficile, c'est qu'elle ressemble d'abord à une défaite. Beaucoup de personnes pensent que lâcher l'espoir signifie reconnaître que tout ce qu'elles ont vécu n'a servi à rien, que les années investies ont été perdues, que les efforts, les compromis, les pardons, les nuits sans sommeil n'ont mené nulle part. Alors, elles préfèrent continuer à attendre un peu. Pas toujours de façon consciente, euh, parfois simplement en laissant une petite place intérieure disponible au cas où. Mais cette petite place coûte beaucoup plus cher qu'on ne l'imagine parce qu'elle empêche le présent d'être totalement présent. Vous pouvez rencontrer quelqu'un de nouveau et comparer sans cesse. Vous pouvez commencer un projet et garder une partie de votre attention tournée vers ce qui pourrait revenir. Vous pouvez avancer extérieurement tout en restant intérieurement assis devant une porte qui ne s'ouvre plus. C'est là qu'intervient un mécanisme psychologique très puissant, le biais du coût irrécupérable. Plus nous avons investi dans quelque chose, plus il devient difficile d'accepter que cet investissement ne produira pas le résultat attendu. Nous faisons cela avec l'argent, avec le travail, avec les projets, mais aussi avec les relations. Et on se dit, j'ai déjà donné tellement, j'ai attendu tellement longtemps, j'ai tellement pardonné, alors partir maintenant donnerait l'impression d'avoir tout perdu. Pourtant, ce raisonnement contient un piège. Ce que vous avez déjà donné appartient au passé. Vous ne pouvez pas le récupérer en donnant encore davantage au présent pour rester 5 années de plus dans une attente stérile ne transforme pas les 5 années précédentes en réussite. Cela transforme simplement 5 années de souffrance en 10. La question utile n'est donc pas combien ai-je déjà investi. La question utile est si cette histoire commençait aujourd'hui exactement dans l'état où elle se trouve maintenant, est-ce que je choisirais encore d'y entrer? Pas avec les souvenirs du début, pas avec la version idéale de l'autre, pas avec ce qu'il pourrait devenir, avec ce qui existe aujourd'hui. Cette question est parfois brutale parce qu'elle retire tout ce que l'imagination avait ajouté à la réalité, et c'est précisément pour cela qu'elle peut libérer. J'ai souvent observé que nous ne restons pas attachés uniquement à une personne. Nous restons attachés à la version de nous-mêmes qui croyait encore que cette histoire allait fonctionner. Renoncer à l'autre oblige alors à faire le deuil d'un futur entier. Ce ne sont pas seulement des souvenirs qui disparaissent, ce sont les voyages que vous aviez imaginés. Les conversations qui n'auront pas lieu, que la maison peut être, les habitudes, les anniversaires futurs, la version de vous qui pensait vivre cette vie-là. Voilà pourquoi une rupture peut faire mal longtemps après que la relation elle-même a cessé d'être heureuse. Vous ne pleurez pas uniquement ce que vous avez perdu, vous pleurez aussi ce qui n'a jamais existé, mais que vous aviez déjà commencé à aimer mentalement. Et ce deuil-là mérite d'être reconnu. Il ne faut pas le mépriser en disant que vous devriez déjà être passé à autre chose. Il ne faut pas non plus l'entretenir comme une preuve d'amour. Il faut le traverser. Traverser un deuil signifie accepter qu'une partie de ce que vous espériez ne se réalisera pas.
Cela semble dur, mais c'est exactement ce qui rend de nouveau possible autre chose. Tant qu'une personne continue à vivre intérieurement dans un futur annulé, elle ne dispose jamais de toute son énergie pour construire le suivant. C'est un peu comme habiter une maison après avoir appris qu'elle va être démolie, mais continuer chaque matin à repeindre les murs dans l'espoir que la décision change, on peut le faire longtemps. On peut même devenir très occupé à réparer cette maison, mais toute cette activité évite une seule question: où vais-je vivre maintenant? Et c'est souvent cette question que l'on repousse. Parce que recommencer comporte de l'incertitude. Le passé, même douloureux, est connu. On sait où sont les blessures, on connaît les silences, on reconnaît les déceptions. Le futur, lui, ne promet rien. Et le cerveau préfère parfois une souffrance familière à une liberté inconnue. C'est une idée importante. Rester attaché à ce qui est fini peut parfois être une manière de se protéger de ce qui n'a pas encore commencé. Car avancer véritablement oblige à accepter que personne ne sait ce qui vient ensuite. Il n'y a aucune garantie que vous rencontrerez quelqu'un de mieux immédiatement. Aucune garantie que la prochaine étape sera confortable. Aucune garantie même que vous ne ressentirez pas encore le manque pendant quelque temps. Mais la liberté émotionnelle ne commence pas lorsque le futur devient certain. Elle commence lorsque vous cessez d'exiger du passé qu'il vous garantisse un avenir. Il existe pourtant une autre raison pour laquelle l'espoir s'accroche si longtemps. Il donne l'impression de protéger quelque chose de précieux. Tant que vous espérez encore, vous n'avez pas complètement perdu. Tant qu'une possibilité reste ouverte, même minuscule, une partie de vous peut continuer à croire que la douleur actuelle n'est qu'une étape avant une réparation future. C'est précisément ce qui rend certaines attentes si addictives. Elles ne donnent presque rien, mais elles donnent juste assez pour empêcher le renoncement, un signe, un souvenir, un message inattendu, une phrase ambiguë, une coïncidence à laquelle on attribue soudain un sens et tout le système intérieur se remet en marche. C'est là que l'on entre dans ce que j'appellerais volontiers une économie émotionnelle de la récompense intermittente. Lorsqu'une récompense arrive de façon imprévisible, elle peut devenir plus difficile à abandonner qu'une récompense régulière. C'est vrai dans de nombreux comportements humains. Et dans les relations, cela prend une forme particulièrement douloureuse. Quelqu'un disparaît, puis revient, se montre froid, puis tendre. Vous donne l'impression que tout est terminé, puis laisse une phrase qui ressemble à une ouverture. C'est pas forcément calculé. Parfois, l'autre est lui-même confus, ambivalent, incapable de comprendre ce qu'il veut, mais votre système émotionnel, lui, ne fait pas toujours la différence. Il retient surtout ceci: peut être, et ce mot peut suffire à immobiliser une vie entière. Peut être qu'il reviendra, peut être qu'elle changera, peut être qu'un jour nous comprendrons enfin ce qui s'est passé. Peut être que cette histoire avait besoin de temps. Et le problème n'est pas que ces scénarios soient absolument impossibles. Certaines personnes reviennent, certaines relations se reconstruisent, certaines personnes changent réellement. Le problème commence lorsque vous organisez votre vie autour d'une possibilité que vous ne contrôlez pas. C'est très différent. Vous pouvez reconnaître qu'une chose est possible sans lui offrir votre présent. Et cette distinction est fondamentale. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent atteindre une certitude totale avant de lâcher prise.
elles voudraient savoir sans aucun doute que l'histoire est définitivement morte. Elles attendent la preuve parfaite, mais la vie donne rarement cette preuve. Il reste presque toujours une marge d'incertitude. Et grandir émotionnellement, c'est parfois apprendre à dire, même si cette personne pouvait revenir un jour, je refuse de suspendre ma vie à cette hypothèse, ce n'est pas fermer votre cœur. C'est reprendre la responsabilité de votre temps, parce qu'il y a une différence immense entre laisser la vie vous surprendre et attendre qu'elle confirme votre scénario. Dans le premier cas, vous avancez. Dans le second, vous surveillez. Et la surveillance est épuisante. Elle transforme chaque journée en terrain d'interprétation. Vous regardez les réseaux sociaux, vous remarquez les heures de connexion, vous cherchez une chanson, une photographie, un détail qui pourrait vouloir dire quelque chose. Vous croyez chercher des informations sur l'autre, mais vous cherchez surtout une anesthésie temporaire à votre propre incertitude. Le soulagement arrive parfois, puis il disparaît et vous recommencez. C'est pour cela qu'il faut poser une question très simple, mais difficile à esquiver. Cette attente vous rapproche-t-elle réellement de la vie que vous voulez, ou vous aide-t-elle seulement à éviter la douleur, de reconnaître que cette vie-là ne viendra peut-être jamais? Ce sont deux choses très différentes. Et souvent, au moment où cette question devient honnête, quelque chose commence à bouger. Parce que on comprend enfin que tuer l'espoir dont nous parlons ici ne signifie pas devenir cynique. Cela signifie tuer une seule forme d'espoir, celle qui vous oblige à abandonner votre présent pour continuer à négocier avec une possibilité. Vous pouvez garder l'espoir d'aimer encore, l'espoir d'être heureux, l'espoir de construire quelque chose de plus juste, l'espoir de retrouver une paix que vous avez perdue. Ce qu'il faut parfois laisser mourir, c'est l'idée que votre guérison dépend du retour de ce qui vous a blessé, et ce renversement change tout. Car à partir de cet instant, votre énergie cesse progressivement de poser la question « reviendra-t-il » Elle commence à poser une question beaucoup plus importante. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie s'il ne revient pas? Et c'est là que l'espoir cesse d'être une chaîne et redevient une force. À partir de là, une difficulté plus subtile apparaît, même quand on comprend intellectuellement qu'il faut avancer, le corps et les émotions ne suivent pas toujours immédiatement. C'est souvent là que les gens se jugent trop vite. Ils se disent qu'ils ont compris, qu'ils ont décidé, qu'ils ont tourné la page. Alors pourquoi ressentent-ils encore ce poids dans la poitrine quand un souvenir revient? Pourquoi certains lieux, certaines dates, certaines chansons provoquent-ils encore cette sensation de recul intérieur? Parce qu'une décision lucide n'efface pas instantanément un attachement émotionnel. Comprendre n'est pas encore désapprendre. Et c'est ici qu'il faut introduire une notion essentielle. La mémoire émotionnelle, notre cerveau ne stocke pas seulement des faits. Il associe des personnes, des lieux, des gestes, des odeurs, des musiques à des états internes. Une relation peut donc disparaître de votre quotidien tout en continuant à exister dans votre système nerveux. Vous pouvez savoir que c'est fini et ressentir malgré tout une accélération du cœur en voyant un prénom apparaître. Vous pouvez ne plus vouloir revenir et sentir pourtant un vide soudain en repensant à un dimanche précis.
Cela ne signifie pas que vous devez retourner vers cette histoire. Cela signifie simplement que votre organisme n'a pas encore complètement intégré ce que votre esprit a déjà compris. Et c'est une différence capitale. Beaucoup de rechutes émotionnelles commencent par une mauvaise interprétation. On ressent le manque, alors on croit que cela signifie encore aimer. On ressent une émotion forte, alors on croit que cette histoire avait quelque chose d'unique. On rêve de l'autre, alors on imagine que le lien n'est pas terminé. Mais une émotion n'est pas toujours un message sur ce que vous devez faire. Parfois, c'est simplement une trace. Et une trace n'est pas une direction. Si vous marchez longtemps dans un chemin, l'herbe reste écrasée pendant un certain temps, même après que vous avez cessé de passer par là. Votre cerveau fonctionne parfois de la même manière. Certains circuits restent faciles à emprunter parce qu'ils ont été utilisés encore et encore. Vous avez pensé à cette personne tous les matins, vous avez attendu ses messages, vous avez associé certaines heures de la journée à sa présence, vous avez construit des habitudes autour d'elle. Alors quand elle disparaît, le cerveau continue quelque temps à chercher ce qui faisait partie de son paysage habituel. Il ne faut pas confondre cette recherche automatique avec une preuve que vous devez revenir. C'est souvent seulement l'ancien chemin qui s'allume encore, et plus vous cessez de le nourrir, plus d'autres chemins deviennent possibles. C'est là que l'on comprend pourquoi certaines personnes disent « je sais que cette relation me faisait du mal, mais quelque chose en moi continue de la vouloir ». Ce quelque chose n'est pas nécessairement votre vérité profonde. Cela peut être votre habitude, votre peur, votre système d'attachement, votre besoin de familiarité ou simplement votre difficulté à tolérer le vide laissé par une routine émotionnelle. Et ce vide est très important. Parce que si vous le remplissez trop vite avec une autre personne, avec une nouvelle obsession ou avec une tentative de retour, vous risquez de ne jamais découvrir ce qu'il contenait réellement. Le vide après une relation n'est pas toujours un manque à combler. C'est parfois un espace à réhabiter. Au début, cet espace paraît hostile. Vous rentrez chez vous et personne n'écrit. Vous avez une bonne nouvelle et vous ne savez plus spontanément à qui l'envoyer. Un week-end arrive et le calendrier semble soudain trop vaste. C'est là que l'ancien espoir revient souvent avec le plus de force parce qu'il propose une solution immédiate, retourner mentalement vers ce qui était connu. Mais si vous résistez à cette tentation, quelque chose de nouveau peut apparaître. Vous commencez à entendre des envies qui étaient devenues silencieuses. Vous reprenez contact avec des personnes laissées de côté. Vous redécouvrez des habitudes qui ne servaient pas à la relation, mais qui vous nourrissaient vous, et progressivement, ce qui ressemblait à du vide commence à ressembler à de l'espace. C'est une transformation lente, parfois presque invisible, mais elle est fondamentale car le détachement réel ne consiste pas à ne plus jamais penser à quelqu'un, il consiste à pouvoir y penser sans que cette pensée décide de ce que vous faites ensuite. Le souvenir reste, mais il perd son pouvoir de commandement. L'émotion revient, mais elle ne vous arrache plus à vous-même. Et c'est souvent à ce moment-là que l'on découvre quelque chose d'étrange. Ce que l'on voulait tuer n'était pas la mémoire, c'était l'attente. La mémoire peut rester, la tendresse peut même rester. Ce qui doit mourir, c'est la conviction que votre vie ne peut recommencer tant que cette histoire n'a pas donné la fin que vous espériez. Parce que
Une vie ne recommence pas quand le passé devient satisfaisant, elle recommence quand vous cessez de lui demander la permission. Il y a pourtant un piège qui survient souvent au moment où l'on commence enfin à se détacher. Une partie de nous veut transformer ce détachement en stratégie. On se dit que si l'on disparaît vraiment, si l'on cesse de répondre, si l'on devient moins accessible, peut être que l'autre ressentira enfin le manque, peut être qu'il comprendra, peut être qu'il reviendra. Et à cet instant précis, l'attente change simplement de vêtements. Elle semble avoir disparu, mais elle est toujours là. Vous ne regardez plus son profil, mais vous vous demandez s'il regarde le vôtre. Vous n'envoyez plus de messages, mais vous imaginez celui qu'il pourrait envoyer. Vous avez cessé de courir extérieurement tout en continuant à courir intérieurement. C'est une distinction essentielle parce que le véritable détachement ne consiste pas à modifier son comportement pour provoquer une réaction chez l'autre. Il consiste à retirer progressivement la réaction de l'autre de l'équation. Autrement dit, vous ne faites pas silence pour être recherché. Vous faites silence parce que vous n'avez plus envie de vous abandonner vous-même pour maintenir une conversation qui vous détruit. Vous ne partez pas pour être regretté. Vous partez parce que rester vous coûte davantage que partir et ce changement de motivation est immense. Tant que votre décision dépend secrètement de ce que l'autre fera ensuite, votre centre de gravité émotionnelle reste chez lui. Il suffit alors d'un retour pour tout remettre en question. Et c'est exactement ce qui arrive souvent. Une personne commence à se reconstruire, elle retrouve un peu de calme. Elle dort mieux, elle pense moins souvent à cette histoire. Puis, après plusieurs semaines ou plusieurs mois, un message apparaît. Je pensais à toi. Quelques mots seulement. Et soudain, toute une architecture émotionnelle tremble. Non pas parce que ces mots sont extraordinaires, mais parce qu'ils réveillent l'ancienne promesse. Et peut être que cette fois, voilà la phrase dangereuse. Pas parce qu'il est interdit de donner une seconde chance. Certaines relations peuvent évoluer, certaines personnes font réellement un travail sur elles-mêmes. Mais une seconde chance ne devrait jamais être accordée à une promesse, elle devrait être accordée éventuellement à une réalité nouvelle. Et une réalité nouvelle se reconnaît à des comportements nouveaux, constants, observables, et pas à la nostalgie, pas à la solitude d'un soir, pas à une déclaration magnifique après 3 mois de silence, pas au fait que quelqu'un dise qu'il a compris. Comprendre est facile. Changer demande du temps. C'est pourquoi, lorsqu'une histoire ancienne revient frapper à votre porte, la question la plus importante n'est pas « est-ce que je ressens encore quelque chose ?» Bien sûr que vous pouvez ressentir quelque chose. La vraie question est qu'est-ce qui existe aujourd'hui qui n'existait pas avant? Qu'est-ce qui a réellement changé? Pas dans le discours, dans la façon d'être, dans la disponibilité, dans la constance, dans la capacité à assumer ce qui s'est passé, dans la manière de construire quelque chose de différent, car si rien de fondamental n'a changé, revenir ne signifie pas recommencer. Cela signifie reprendre. Reprendre exactement là où l'ancien schéma s'était interrompu. Et c'est là que l'espoir devient parfois notre pire avocat. Il cherche immédiatement les éléments qui confirment ce que nous voulons croire.
Un message devient une preuve de regret. Une excuse devient une preuve de maturité. Une soirée agréable devient une preuve que tout pourrait fonctionner. On oublie alors les mois de confusion pour quelques heures de soulagement. Le cerveau humain fait souvent cela lorsqu'il désire très fort une conclusion particulière. Il sélectionne, il regarde ce qui nourrit l'espoir et minimise ce qui le contredit. C'est pourquoi le détachement demande aussi une forme de lucidité volontaire. Regarder l'ensemble de l'histoire, pas seulement les meilleurs moments, pas seulement la personne qu'elle était au début, pas seulement ce que vous avez ressenti, mais également ce que cette relation produisait réellement en vous. Étiez-vous en paix? Vous sentiez-vous choisi? Pouviez-vous être vous-même sans calculer constamment ce que vous deviez dire, faire ou éviter? La relation vous permettait-elle de grandir ou passiez-vous votre énergie à essayer de la maintenir en vie? Ces questions sont moins romantiques que est-ce que je l'aime encore? Mais elles sont souvent beaucoup plus utiles parce qu'on peut aimer quelqu'un et reconnaître qu'une relation avec cette personne nous détruit. On peut ressentir de la tendresse et choisir la distance. On peut souhaiter sincèrement le bonheur de quelqu'un sans continuer à lui confier le nôtre. Voilà, une forme de maturité affective que l'on confond parfois avec de la froideur. Ce n'est pas devenir insensible. C'est comprendre que l'amour ne suffit pas toujours à rendre une relation possible et que protéger sa paix n'est pas trahir ce que l'on a ressenti. C'est parfois la première fois que l'on respecte vraiment ce que cette expérience nous a appris.